Bien, bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs de m'avoir proposé de parler de la pubalgie. Alors qu'est-ce que c'est que la pubalgie? Comme son nom l'indique, c'est une douleur de la région pubienne, ce qui correspond en fait à une petite surface à la partie antérieure du bassin, de l'ordre de 8 cm par 8 cm. Cette région comprend les deux pubis, l'articulation entre ces deux pubis, la symphyse pubienne, et puis l'insertion à la partie haute des muscles abdominaux et à la partie basse, l'insertion des muscles adducteurs. Cette pathologie survient chez le sportif, c'est l'une de ses spécificités. Il faut des gestes répétés, violents, une certaine intensité pour déclencher une pubalgie. Et puis on entend par ce terme soit une pathologie, on va dire microtraumatique, qui survient progressivement, qui s'installe progressivement avec la répétition de contraintes mécaniques exagérées. Alors de temps en temps, on peut convenir que le sportif rentre dans cette pathologie de façon assez brutale, sur un geste très précis, ce qui peut correspondre au niveau inguinal, par exemple, à la déchirure ou une micro-déchirure du canal inguinal. On retient quand même essentiellement dans cette pathologie un mode d'entrée très progressif. Alors la biomécanique du bassin est sous la dépendance de deux grands groupes musculaires, les adducteurs et les abdominaux. Ça c'est pour ce qui est de la face antérieure, mais on n'oublie pas tout ce qui se passe en postérieur, évidemment, le rôle de la charnière lombo-sacrée, le rôle des articulations sacro-iliaques et de tous les groupes musculaires de cette région, les fessiers, le carré des lombes, les pyramidaux, les psoas. Et donc tous ces éléments, il faudra les examiner le jour où le sportif vient vous voir. Et puis en fonction de ce qu'on va trouver, il faudra savoir travailler dessus pour redonner essentiellement sur ces structures de la mobilité et donc détendre les structures musculaires, redonner la mobilité aux articulations. Alors quels sont-ils ces muscles? Les muscles adducteurs tout d'abord, ils sont au nombre de 5. Alors sur cette diapositive, vous en voyez 4. L'obturateur externe n'est pas un muscle adducteur, mais vous le retrouvez sur cette diapositive. Donc 5 muscles adducteurs, le pectiné, le long adducteur, le court adducteur, le grand adducteur, et celui qui me manque et qui n'est pas sur cette diapositive, c'est le gracilis, c'est la partie toute interne, à la face interne de la cuisse, anciennement droit interne. Alors ce qui est important à savoir, c'est que c'est essentiellement le long adducteur qui nous intéresse dans la pubalgie, du fait de son insertion la plus proche de la symphyse pubienne. C'est celui que l'on sent sous le doigt en fait quand on remonte la masse des adducteurs et que l'on va vers le pubis. C'est le tendon que l'on va palper sous la peau et qui s'insère sur le pubis. Pour les muscles de la paroi abdominale, alors les grands droits sont tendus à la verticale, c'est le schéma de gauche, hein, depuis le sternum et puis cinquième et sixième côte jusqu'au pubis. Chez les sportifs, ils sont rarement déficitaires. Ce sont les fameuses tablettes de chocolat pour les sportifs qui ont une masse grasse assez suffisamment faible pour qu'on les voit donc sous la peau. Mais ce ne sont pas les muscles les plus importants pour ce qui nous concerne dans le domaine de la pubalgie. Les muscles qui nous intéressent essentiellement, ce sont les muscles obliques, au nombre de 3. Quand on parle de la profondeur vers la superficie, on a d'abord le transverse de l'abdomen, le plus profond. Il est au contact du fascia transversalis et en fait il va faire au niveau musculaire l'interface avec le tube digestif. Ces fibres sont horizontales et quand on contracte le transverse, c'est celui qui nous permet de rentrer le ventre. C'est un muscle très important, on le reverra tout à l'heure. Le petit oblique ou oblique interne, lui il est intermédiaire. Ces fibres sont en éventail. Et au niveau anatomique, c'est intéressant pour les chirurgiens, il a une insertion commune avec le muscle transverse, c'est donc un tendon conjoint à la partie supérieure du pubis. Donc il va être intéressant, on le verra tout à l'heure au niveau anatomique, quand on va examiner le canal inguinal. Et puis le troisième muscle, c'est le grand oblique ou oblique externe, donc depuis les côtes vers le pubis, et dont les insertions en fait vont déterminer l'orifice superficiel du canal inguinal. Donc, 3 muscles de la paroi latérale de l'abdomen qui vont être très très importants parce qu'ils s'insèrent tous les 3 à la partie haute du pubis. Un élément important à connaître d'un point de vue anatomique, c'est le canal inguinal.
C'est celui que l'on va aller palper avec l'index en fin d'examen. Comme on va palper chez un sujet d'un certain âge, en fait, la zone de la hernie inguinale, eh bien chez le sportif qui se plaint d'une pubalgie, on va aller palper le canal inguinal pour vérifier cette anatomie. C'est le lieu de passage chez l'homme du cordon spermatique, donc qui sort par l'orifice superficiel, c'est celui que l'on va aller palper avec l'index. Alors cet orifice superficiel, il est formé, par les terminaisons du muscle oblique externe en fourche, hein, et donc qui va laisser passer, qui va délimiter ce canal. Et il est renforcé en interne par le tendon conjoint, donc qui est la terminaison commune du transverse et de l'oblique interne. Et puis latéralement, il est renforcé par le ligament inguinal. Enfin, un dernier élément anatomique à décrire, c'est la symphyse pubienne, c'est l'articulation des deux pubis, donc elle est médiane. C'est l'épicentre des contraintes mécaniques qui sont liées, on le verra tout à l'heure, au morphotype et aux contractions des muscles qui vont s'insérer sur le pubis et en périphérie, à savoir donc les adducteurs et les abdominaux. Quand cette symphyse est atteinte, et c'est très fréquemment le cas chez le sportif et le footballeur en particulier, on définit une des formes cliniques de la pubalgie, c'est l'ostéoarthropathie pubienne, dite microtraumatique, avec donc des remaniements de cette articulation. Donc la biomécanique du bassin, on l'a vu tout à l'heure, elle est sous la dépendance donc, de deux grands groupes musculaires, les adducteurs et les abdominaux. C'est très important d'avoir en tête que la synergie d'action et l'équilibre des forces sont indispensables au bon fonctionnement. Et quand on dit ça, on pense cela s'entend dans les trois plans d'espace, hein, entre les muscles abdominaux et les muscles adducteurs, donc entre le haut et le bas, entre le côté droit et le côté gauche, hein, entre les adducteurs droits et les adducteurs gauches. La synergie d'action et l'équilibre des forces doit être parfait, ou le plus près de la perfection. Et ça s'entend aussi entre les plans antérieurs et le plan postérieur. On va voir d'un point de vue du morphotype tout à l'heure l'importance de cet élément. Hein, donc synergie d'action, équilibre des forces, particulièrement indispensable. On définit donc quatre formes cliniques dans la pubalgie. La première, c'est la tendinopathie des grands droits, donc à la partie haute des deux pubis, sur l'insertion des tendons des grands droits. Une forme qui est très importante à connaître, c'est l'insuffisance pariétale, que l'on va surtout aller chercher avec l'index, quand on va aller palper le canal inguinal. Donc ça, c'est la deuxième forme clinique, donc forme haute. La troisième forme clinique, c'est l'atteinte de l'articulation, donc c'est l'ostéoarthropathie pubienne microtraumatique. Les abréviations, on parle d'OAPM, très fréquente chez le footballeur, on l'a dit. Et puis, c'est la forme moyenne, dirons-nous. Et puis, la quatrième forme, c'est l'entosopathie des adducteurs, essentiellement le long adducteur, parce que c'est celui qui anatomiquement s'insère, donc on l'a vu tout à l'heure, au plus près de la symphyse, et c'est celui qui est directement concerné par cette pathologie. Donc ce sont les quatre formes cliniques reconnues, hein, en fait, puisqu'elles répondent à la définition anatomique de la pubalgie, à savoir une douleur ayant pour origine la souffrance de l'un ou des deux pubis et de leur articulation, et ou des enthèses des muscles abdominaux et des muscles adducteurs. Toutes les autres formes ne sont que des diagnostics différentiels. On reconnaît donc ces quatre formes cliniques pour la pubalgie. Donc ces diagnostics différentiels, quels sont-ils? C'est l'atteinte du psoas iliaque, la bursite essentiellement. Donc anatomiquement, on est plus sur le pubis et on est en arrière et sur le côté. On est devant la hanche. Et donc ça, c'est une pathologie qui va être importante de rechercher à l'examen clinique. Le conflit de hanche, conflit antéro-interne, qui peut en imposer lui aussi avec des douleurs irradiées au niveau du pubis, qui peut en imposer pour une pubalgie. Donc là aussi, c'est accessible à l'examen clinique. Ces deux pathologies seront éventuellement confirmées par un bilan radiologique, on le verra tout à l'heure. Et puis la troisième pathologie qui fait partie de ces diagnostics différentiels, c'est la fracture de fatigue du bassin. Alors là, on est plutôt dans un contexte de surmenage, de surcharge de travail, chez une femme typiquement qui pratique la course à pied. Et donc là, il faudra y penser, mais ce sont les examens complémentaires qui vont nous amener à poser le diagnostic. On aurait pu y rajouter autrement quelques histoires de chasse,
comme l'ont décrit certains, une appendicite par exemple, qui peut en imposer pour un tableau de pubalgie. Mais plus directement lié à la pratique sportive, le syndrome de Meigne, qui est une souffrance de la jonction dorso-lombaire, donc avec un territoire d'irradiation de la racine des 12 dans le territoire, dans la région pubienne. D'un point de vue épidémiologique, on reconnaît que c'est surtout une pathologie du footballeur, dans plus de la moitié des cas, mais il faut avoir en tête que tous les sportifs et tous les sports sont concernés par cette pathologie, même si, encore une fois, on n'en parle quasiment que pour le footballeur. Et puis, autre particularité, c'est une pathologie qui est quasi exclusivement masculine. Les femmes sont quasiment indemnes de cette pathologie. Alors, on pourrait avancer comme raison la forme du bassin, l'absence d'orifice externe du canal inguinal à proprement parler. On décrit un canal inguinal, mais chez la femme, et c'est là que s'insère le ligament rond de l'utérus. Mais dans cette zone, en fait, qui est un canal fermé, en fait, il entoure l'insertion de ce ligament rond. Et puis, chez la femme, on a généralement aussi des mobilités plus importantes que chez l'homme, entre autres au niveau de la hanche. Les ischio-jambiers, adducteurs, psoas sont beaucoup moins raides que chez l'homme. Donc ça, c'est très certainement un facteur aussi qui les protège de la pubalgie. Et puis, ce qu'on trouve beaucoup plus chez l'homme aussi, c'est une antéversion exagérée du bassin, avec l'hyperlordose qui va avec. Et donc ça aussi, c'est un facteur péjoratif pour l'homme, et donc il est beaucoup moins pour la femme. Alors les facteurs de risque, quels sont-ils? On l'a vu à l'instant, l'hyperlordose qui va avec l'antéversion du bassin et la limitation de la rotation interne de hanche, ça c'est quasi le morphotype du footballeur. Ça, ce sont des facteurs négatifs d'augmentation des contraintes au niveau du pubis. Hein. Ça a été démontré il y a plus de 40 ans sur cadavre. Qu'en fait, quand vous augmentiez la lordose lombaire, vous avez donc l'antéversion du bassin, vous avez une contrainte au niveau du pubis qui augmentait. Donc ça c'est important, et ça va être important en rééducation à avoir en tête pour la rééducation, parce qu'on va lutter contre cette antéversion du bassin. Le déficit de force des adducteurs, le déficit du transverse, ça a été montré dans plusieurs études. Et donc ça aussi, ça va être un élément de la rééducation, de la prévention aussi, le renforcement de ces groupes musculaires. La masse grasse élevée, on la retrouve, mais ça dans quasiment toutes les pathologies, c'est un facteur de risque. Ça pourrait être pour la déchirure des ischio-jambiers ou d'autres pathologies encore. Dès lors qu'on est en surcharge pondérale, on augmente le risque de survenue de la pubalgie. L'âge, mais là pour le coup on ne pourra pas y faire grand chose. Les raideurs globales sont retrouvées dans les études aussi, psoas, ischio-jambier, droit fémoral, pyramidal. Donc ça va être un élément important à prendre en compte. Et puis la mauvaise interface entre chaussures et sol. Jouer sur des terrains gras quand on n'est pas bien chaussé, jouer sur un synthétique quand on n'a pas les chaussures adéquates, c'est sûrement pas très bon. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que plus que de jouer régulièrement sur un terrain gras ou sur un terrain synthétique, c'est le fait d'alterner les deux types de terrains dans la semaine ou dans le mois qui fait que l'organisme n'est pas forcément très très bien préparé à jouer sur ces surfaces. La prise en charge d'un sujet pubalgique, quelle est-elle? On va déjà interroger le patient, savoir si par le passé il a déjà souffert d'une pubalgie. Il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est une pathologie récurrente, donc il a déjà pu présenter des symptômes, savoir comment il s'en est sorti, et pour quel résultat, quel traitement il a mis en place. Voilà, on va lui demander s'il a déjà été opéré de cette région. On retrouve ça régulièrement dans les antécédents. À l'âge d'1 an, 1 an et demi, il a pu avoir une cure de hernie inguinale. Donc c'est intéressant évidemment et très important à noter. De façon très commune pour toutes les pathologies musculaires et tendineuses chroniques, on va s'interroger sur l'hygiène dentaire du patient et savoir s'il y a des soins en cours, s'il a régulièrement des caries, des abcès dentaires, est-ce qu'il a encore ses dents de sagesse. On sait que ça interfère souvent dans ces pathologies musculaires et tendineuses. Et donc c'est un élément à élucider et à avoir très rapidement dans la conversation.
Bon, ensuite, les signes fonctionnels, ça va être important évidemment de connaître l'intensité de la douleur, quel est le rythme de la douleur, est-ce que c'est toute la journée, la nuit, est-ce que c'est uniquement en frappant dans le ballon, est-ce que c'est au début de l'entraînement seulement et puis ça revient le soir après la douche quand l'organisme se refroidit. Évidemment, c'est pas du tout la même chose quand votre sportif se plaint d'une douleur sur certains gestes sur le terrain en frappant dans le ballon et quand il s'en plaint quasiment toute la journée, éventuellement en se relevant d'une position assise dans un canapé. Et là, auquel cas, ça veut dire que la forme, la souffrance est plus importante, clairement. La localisation de la douleur est très importante. Le sujet vous le montre directement. Est-ce que c'est plutôt sur les adducteurs? Est-ce que c'est plutôt au niveau inguinal? Est-ce que c'est médian au niveau de l'articulation? Est-ce que c'est partout? Éventuellement, on sait que dans plus de la moitié des cas, les formes cliniques sont associées. On sait que la pathologie inguinale irradie facilement vers les adducteurs et inversement. Mais c'est toujours important à l'examen clinique, à l'interrogatoire et ensuite à l'examen clinique de localiser quand même cette souffrance. On l'a vu, les gestes en cause, est-ce que c'est juste frapper dans le ballon? Est-ce que c'est se relever d'une position assise par exemple? Et puis un élément important qui vous oriente vers le canal inguinal, c'est la douleur à la toux et à l'éternuement. De façon assez commune. On peut demander aussi au sujet, il y en a quelques-uns, c'est rare, mais qui ont éventuellement une voussure en regard du canal inguinal et donc qui en imposent pour une hernie. À l'examen clinique, il va démarrer de façon systématique par un bilan morphostatique. On fait monter le sujet sur un podoscope, on le regarde, donc on regarde son dos, l'arrière de votre sportif. On va voir donc les appuis. Est-ce qu'il existe un génuvarum, un génuvalgum? Est-ce que le bassin est équilibré en regardant les épinidiaques postéro-supérieurs ou les crétiliaques? Est-ce que les sacroiliaques sont mobiles? Est-ce que le déroulé lombaire est normal? Ça, ce sont des éléments qui vont être importants d'avoir derrière pour orienter les soins et la prise en charge. Le testing musculaire, le sujet est allongé sur la table, on va tester tous les groupes musculaires, les adducteurs, le psoas, les psoas, les droits fémoraux, les abdominaux, les rotateurs de hanches, internes, externes. Donc ça va être très important évidemment, autant pour le diagnostic de pubalgie que pour éliminer des diagnostics différentiels. On va tester les articulations, les hanches, les sacroiliaques, le rachis, on l'a vu. Donc ça c'est important et donc éliminer des souffrances à ce niveau-là. On va palper ensuite la région douloureuse. On va essayer de mettre en évidence les points douloureux. Est-ce que ça se situe sur le groupe, sur le muscle, au niveau du corps musculaire des adducteurs? Auquel cas on est sur du musculaire, on n'est pas sur de la pubalgie. Est-ce que c'est proche de l'insertion sur l'anthèse du long adducteur? Auquel cas là on peut parler de pubalgie. Est-ce que c'est sur le pubis, la symphyse pubienne? Est-ce que c'est au niveau inguinal? Donc la recherche des points douloureux va être très très importante. Et puis on va finir l'examen clinique par la palpation des canaux inguinaux. Donc comme on le fait pour la recherche d'une hernie inguinale, avec l'index coiffé du scrotum, on va aller chercher donc et palper ce canal inguinal. Normalement un canal inguinal, donc on va aller palper donc les deux piliers internes et externes, ou médian et latéral. Normalement dans un canal inguinal, les deux piliers sont tendus, on n'y met pas l'index, même si on n'a pas tous la même taille de l'index, mais c'est notre c'est notre jauge, cet index. Normalement, on ne rentre pas l'index dans un canal inguinal. On saura qu'on y est parce qu'on va palper le cordon spermatique. Et puis, on va voir si jamais ce canal inguinal s'il est possible d'y rentrer l'index, eh bien, on va dire qu'il est ouvert. Et parfois, on se trouve dans un canal inguinal béant, dirons-nous, avec éventuellement, on ne peut pas le faire, on ne le fera pas, mais éventuellement, on dit qu'on pourrait rentrer 2 index dans ce canal. Et auquel cas là vous êtes sur un canal inguinal qui ne remplit pas sa fonction. On va chercher la sensibilité et des douleurs à la palpation des piliers, et puis on va demander au sujet de tousser pour voir l'impulsivité du tube digestif. Est-ce que ce tube digestif demande qu'à sortir, à faire hernie par ce canal, cet orifice inguinal ou pas?
D'ailleurs, un point à préciser, chez le sujet pubalgique, on n'est pas du tout dans le cadre, très rarement dans le cadre d'une hernie inguinale. On parle d'étape pré-hernière. C'est ce qui peut faire défaut à certains, c'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de palper des canaux inguinaux, on peut avoir le sentiment que, comme il n'y a pas de hernie, il n'y a pas de canal inguinal ouvert qui nécessite une chirurgie. De la même façon, sur le compte rendu du radiologue, quand ils font des échographies, ils peuvent mettre pas de hernie inguinale. En fait, on ne recherche pas une hernie inguinale dans le cadre d'un sujet pubalgique. On cherche un canal inguinal qui est ouvert, anormalement ouvert, béant, pas assez pour qu'il y ait hernie, mais suffisamment ouvert et béant pour être pathologique, dirons-nous. Pour ce qui est des examens complémentaires, on peut demander des radiographies. Un bassin de face, un rachis-lombaire face profil. Ça sera surtout intéressant chez l'enfant. En fait, c'est pour connaître le contexte général. C'est pas forcément très intéressant ou très pertinent. Ce ne sera pas forcément déterminant pour la prise en charge, surtout si elles sont normales. Sur le rachis lombaire, on pourra rechercher et trouver un spondylolisthésis ou simplement une lyse ismique. Ça pourrait être un élément important à connaître. Mais c'est vrai que ce sont des examens qui ne sont pas forcément déterminants, sauf si évidemment vous trouvez une coxarthrose, une souffrance de hanche, mais parce que vous aurez déjà eu à l'examen clinique éventuellement des éléments qui vont dans ce sens-là, mais pas déterminants. L'échographie par contre, elle, est très intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Elle est intéressante surtout pour les adducteurs, et quasi essentiellement. Pour donc l'examen radiographique du long adducteur, et de son tendon et de l'anthèse, l'examen sera particulièrement pertinent. Par contre, pour le canal inguinal, c'est 2 points d'interrogation ou 3. Normalement, la jauge, c'est l'index, c'est l'examen clinique, et c'est pas l'échographie qui détermine si oui ou non le canal inguinal est pathologique ou non. Et souvent, on se rend compte en fait que à l'interrogatoire que les sportifs n'ont jamais été examinés au niveau du canal inguinal, mais par contre ils ont déjà fait une échographie avant même d'avoir été examinés, ce qui est assez choquant. Donc voilà, l'échographie pour le canal inguinal, je pense vraiment pas que ce soit déterminant ou intéressant. L'IRM par contre, elle est très intéressante, mais en seconde intention, uniquement si ça doit changer quelque chose à la prise en charge. Comme toujours, l'IRM est hypersensible, donc on verra tout. De la fracture de fatigue, les anthésopathies, l'œdème du pubis, la symphysite, une souffrance de l'articulation de la symphyse pubienne, des insertions musculo-aponeurotiques évidemment. Donc l'IRM a un grand intérêt, à mon sens, pour mettre en évidence une symphysite et puis très bien voir l'anthèse, même si normalement l'échographie nous donne ces éléments. Et puis j'ai mis, parce que ça traîne dans les topos, si le contexte est en faveur d'une souffrance inflammatoire, infectieuse, métabolique, une CRP, une VS ou une uricémie peuvent être intéressants pour démasquer un sujet à risque. Alors quel est le traitement que l'on peut proposer à un sujet qui souffre de pubalgie? Le traitement chirurgical, je vous l'ai mis en premier, c'est paradoxal parce qu'en fait on le fait jamais en première intention, mais comme ça comme c'est pas le plus important, eh bien autant en parler en premier. On opère à peu près une pubalgie sur 10. Selon les séries, on peut aller jusqu'à 90% de sujets qui n'ont pas besoin d'intervention chirurgicale. On opère après, quand un traitement médical a été bien conduit. Alors on dit pendant 3 mois, c'est ce qu'on dit habituellement, ça peut être un peu plus court. Si vraiment vous avez très rapidement le sentiment que le sujet de toute façon est un candidat à la chirurgie, et donc vous avez fait tout ce qu'il fallait, on peut prendre cette décision un peu plus vite. La durée du repos, donc, elle est toujours compliquée à définir. Ça va dépendre de l'intensité des symptômes, de ce que le sujet a fait avant en termes de traitement, mais on oscille entre 2 à 3 mois de délai de traitement pour une pubalgie.
Alors quel geste est proposé? Sur les formes pariétales, donc au niveau inguinal, c'est l'intervention nésovique. C'est un ancien footballeur du Partizan de Belgrade qui était chirurgien et qui a, dans les années 70-80, qui est venu présenter sa technique opératoire en 1980 en France, qui a opéré donc des footballeurs professionnels en compagnie des docteurs Jäger, Saillant et Humbert. Et c'est ni plus ni moins que pour les chirurgiens digestifs qu'une intervention de Schuldeis ou de Bassini. Et donc en fait, l'orifice inguinal est refermé, on dit en paletot, donc pour assurer une fermeture ferme et une fermeture définitive, dirons-nous. On ne pose jamais de plaque chez le sportif. Jamais de matériel, ça a pu être fait par le passé, mais on s'est rendu compte que c'était une erreur de mettre un corps étranger. Ce qu'on peut faire autrement comme une intervention chirurgicale au niveau de l'anthèse des adducteurs, c'est une tenotomie du long adducteur. Donc c'est une désinsertion. Communément, c'est de la partie tendineuse du long adducteur. Récemment, certains proposent de même désinsérer la toute petite portion musculaire qui s'insère directement sur le pubis, et donc de compléter cette désinsertion du tendon par un geste sur le muscle. Il faut savoir qu'il n'y a aucune logique à réinsérer un adducteur, dans la mesure où si celui-ci est amené à se déchirer parce que les tensions sont exagérées, il vaut mieux le désinsérer plutôt que de vouloir absolument le remettre en place. D'un point de vue fonctionnel, donc d'un point de vue de la fonction, il n'y aura aucune séquelle et le sportif va récupérer une force musculaire tout à fait bonne et une grande force musculaire qui permettra de rejouer sans problème. Et puis au niveau de l'articulation, de l'ostéoarthropathie pubienne microtraumatique, il n'y a quasiment aucune indication. Ça, c'est avis de spécialistes de la chirurgie qui se proposent éventuellement de faire un geste au niveau des pyramidaux, qui sont juste au-dessus du pubis, ou au niveau du long adducteur. Pour ce qui est du post-opératoire, l'intervention nésovique et la ténotomie, les suites sont relativement simples, dirons-nous. Nésovique, c'est obtenir l'antalgie. On va pouvoir mobiliser très rapidement. On fera un travail de renforcement musculaire infradouloureux au niveau abdominal et au niveau des adducteurs. Le délai de cicatrisation est habituellement de 8 semaines. Le vélo peut être démarré rapidement en fonction des douleurs. Et la course à la fin du premier mois, en moyenne. Pour ce qui est de la ténotomie, de la même façon que pour une déchirure, vous allez traiter en fait une zone qui est hémorragique, qui a souffert, qui va cicatriser avec éventuellement un tissu cicatriciel fibreux qui peut vous embêter, qui peut être source de douleur. On va faire un travail excentrique infradouloureux pour arriver sur un délai de cicatrisation de l'ordre de 6 à 8 semaines. L'une comme l'autre, normalement les suites sont relativement simples. Ce sont des phénomènes douloureux sur la cicatrice qui peuvent nous embêter. Et là, à ce moment-là, on sort tout l'arsenal thérapeutique que l'on a entre le MTP, les ondes de choc, éventuellement l'infiltration de cortisone pour traiter ces phénomènes douloureux résiduels. Alors justement, ces douleurs résiduelles après chirurgie, donc si elles sont identiques aux douleurs préopératoires, on doit se poser la question de savoir si l'indication était bonne. Si elles sont différentes, on reconnaît deux types. Sur la paroi abdominale, donc on l'a dit, éventuellement une atteinte nerveuse, une branche du génitocrural, une atteinte nerveuse iligo-inguinale ou iliofémorale, pris dans une fibrose. À ce moment-là, on se posera la question d'infiltrer la zone avec de la cortisone ou de réintervenir. Et puis sur les adducteurs, on en a parlé, souvent le problème des adhérences, d'un tissu cicatriciel fibreux qui nécessitera des soins locaux. Les chirurgiens peuvent se poser la question de savoir si le geste a été suffisamment complet. Et donc, au niveau du geste, donc désinsérer le tendon est une geste, il complète souvent jusqu'au muscle. Alors le traitement médical, c'est le plus important à connaître, très certainement. Il y a deux phases, grossièrement.
Certains en mettront 3, 4, peut-être 6. Mais si on veut faire simple, on dit qu'il y a deux phases. Une phase de cicatrisation, rééducation, qui nous permet à la fin de cette phase d'obtenir donc une cicatrisation et de dire le sportif est guéri, et de passer à la deuxième phase qui est la phase de réadaptation à l'effort, où là on va solliciter donc une structure qui a souffert mais qui a cicatrisé et on va augmenter les contraintes mécaniques. Alors le traitement, cette première phase du traitement médical, la cicatrisation rééducation, on a vu tout à l'heure la durée du repos, 3-6 semaines, ça va dépendre là encore une fois de ce qui a déjà été fait par le patient, de l'importance des douleurs, de la forme clinique aussi, de ce qu'on va trouver à l'examen clinique et éventuellement aux examens complémentaires. Les anti-inflammatoires peuvent être donnés. Historiquement, il y a 40 ans, on donnait plus facilement de l'indométacine que les autres anti-inflammatoires, mais aujourd'hui on pourrait donner du kétoprophène ou du diclofénac sans problème. Sur quelle durée? 1, 2, 3 semaines. L'idée étant d'éteindre les phénomènes inflammatoires et, euh, et donc de pouvoir démarrer efficacement tout le travail de rééducation. On va démarrer très rapidement en kiné ce qu'on peut appeler la kinésithérapie passive, la rééducation passive, donc celle qui ne va pas demander de participation active du sportif. Donc le travail de mobilité articulaire, ça peut être fait sous anti-inflammatoire, le travail de MTP, détente musculaire, on va utiliser le crochetage, la cryothérapie, les ondes de choc, enfin tout ce que le kiné a en salle pourrait être utile dans cette première partie de la prise en charge du sujet pubalgique. Pour la kinésithérapie dite active, je vous propose de regarder la vidéo faite par l'équipe médicale de Clairefontaine. Cette vidéo vous présente l'évolution des exercices à proposer, du plus simple au plus sophistiqué. Ce qui est intéressant pour faire court, un grand principe de la phase de kiné active, c'est de travailler sous le seuil douloureux. Ça c'est très important, sans couverture médicamenteuse. On ne démarre cette kiné active que lorsque les phénomènes inflammatoires ont largement diminué et surtout pas sous traitement antalgique ou anti-inflammatoire. La première étape, ça va être des exercices de renforcement de la sangle abdominale, donc en insistant tout particulièrement sur le transverse et les obliques. Et on va travailler dans cette phase beaucoup sur la respiration abdominale. Dans un deuxième temps, tout en contrôlant le bassin, on va y associer un travail excentrique des adducteurs. Donc là encore, par palier de difficultés. Et donc je vous propose encore une fois d'aller vous retourner vers la vidéo qui est très très intéressante. Et puis dans la troisième partie, bien, on va rajouter à ce contrôle du bassin, de la sangle abdominale, au travail excentrique des adducteurs, on va y associer un travail de proprioception. Et je vous ai parlé du protocole de Pau Toronto, qui est un protocole qui est connu de longue date maintenant et qui associe ces trois grandes directions du travail de rééducation active du sujet pubalgique. Alors là, je vous propose une ordonnance, à défaut d'être type, l'ordonnance que l'on peut proposer pour un sujet qui a une pubalgie. Je mets 20 séances de kiné, mais on peut largement en mettre 30 ou 40 si la pathologie traîne et souvent ça le nécessite. Donc on essaye de spécifier la forme de la pubalgie, une pubalgie haute, inguinale, une pubalgie basse au niveau des adducteurs ou mixte. Donc on va mettre soins antalgiques et défibrosants, MTP, ondes de choc, crochetage. Tout ce que le kiné a vers lui pour diminuer les douleurs. Étirement, travail des mobilités du bassin et des hanches, ça peut se travailler donc très tôt. Et ensuite, on va spécifier le renforcement du transverse et des obliques, renforcement excentrique infradouloureux des adducteurs, ça c'est très important, et le travail de proprioception, à raison de 3 séances par semaine. L'idée, c'est de revoir le patient au bout d'un mois et demi, de faire le point régulièrement pour savoir si oui ou non il progresse. Faut savoir être patient avec ce type de pathologie. Et puis, bien l'idée, c'est de savoir si oui ou non ce patient, à un moment ou à un autre, peut être orienté vers le chirurgien. Normalement, à la première consultation, on en a une idée. À la palpation des canaux inguinaux,
On doit savoir si votre patient, à un moment ou à un autre, a la possibilité de se faire opérer. Si les canaux sont fermés et bien fermés à la première consultation, ils seront toujours fermés à la deuxième et à la troisième consultation. Donc on pourra penser qu'à ce niveau-là, il n'y aura rien à faire. Si on a un doute sur l'anthèse et sur les adducteurs, ça sera l'intérêt éventuellement de céder de l'IRM ou de l'échographie pour avoir un élément supplémentaire et éventuellement objectif pour aller vers la chirurgie. La réadaptation à l'effort, donc c'est la deuxième phase. Dès lors qu'on a obtenu la cicatrisation et qu'on a suffisamment avancé dans la rééducation, on va poursuivre le travail sur le transverse, la proprio, le travail sur les adducteurs, mais on en a fait suffisamment pour proposer un retour sur le terrain. La durée de 4 à 8 semaines va donc varier en fonction de la durée d'arrêt du sport. Sur une durée d'arrêt courte, eh bien, on va proposer une réadaptation peut-être sur 3, 4, 5 semaines. Si le sportif est arrêté depuis 2 mois ou 3 mois, on proposera une réadaptation sur le terrain certainement plus longue, de 4 à 6 semaines, voire 8 semaines. Et la réadaptation à l'effort n'a pas de particularité. On va partir des courses lentes de longue durée vers un travail intermittent avec des efforts plus courts, en augmentant l'intensité. On va ensuite mettre en place un travail d'appui sur le terrain, des changements de direction. Pour le footballeur, on va commencer à mettre le ballon et on va terminer par des exercices courts à haute intensité avec ballon et en situation là, pour le sportif. Hein, donc à son poste, devant le but, en défense, là où il joue sur le terrain. Un mot sur les infiltrations que l'on peut faire au niveau de la symphyse ou au niveau de l'anthèse des adducteurs. On les fait vraiment pas en première intention. Il faut toujours avoir en tête le risque infectieux au niveau de l'articulation quand on fait cette infiltration. Donc attention. Et puis au niveau des adducteurs, on peut leur proposer également, dès lors que vous avez un phénomène inflammatoire à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a un risque de fragiliser le tendon, donc de rupture derrière du tendon. Et certains considèrent sans doute à juste titre que bien, même si on a une rupture derrière tendineuse, on n'aura ni plus ni moins réalisé qu'une ténotomie grâce à cette infiltration de cortisone, et on obtiendra le résultat qu'on aura obtenu par chirurgie. Donc pour certains, il n'y a aucun problème à réaliser ce type de geste. Encore une fois, on ne le fait pas en première intention. Et puis enfin, pour certains, et c'est la mode en ce moment des PRP, certains sont adeptes de ces infiltrations, surtout quand il y a une fissure au niveau du tendon du long adducteur. Donc ça peut être tenté, même si l'efficacité de ces PRP n'a pas été prouvée pour le moment. Alors ce qui est important, et c'est toujours plus confortable de proposer un programme de prévention à des sportifs plutôt que de se retrouver devant un sujet qui souffre de pubalgie. C'est plus intéressant de travailler en amont des pathologies. Donc ça va être le rôle de tout le staff, hein, le staff médical, le staff des préparateurs physiques, le staff technique, de proposer une prise en charge globale, une prévention globale à tous les sportifs qui sont dans le groupe. L'hygiène de vie est très importante, évidemment. On va parler du poids, la surveillance du poids, donc de la masse grasse. On a vu que c'était un facteur de risque, et pour toutes les pathologies, d'être en surpoids. Le rôle du sommeil est important pour la récupération. Le bilan dentaire, on l'a vu. Rien de mieux que de faire un bilan dentaire en début de saison et définir les soins à faire et rapidement, plutôt que de se trouver devant des caries et des abcès dentaires chez un sujet qui souffre de pubalgie. Les charges de travail, ça c'est le rôle de tout le monde, elles sont importantes à surveiller et à quantifier à l'entraînement, en match, et donc ça c'est très important. Ce qu'on peut préconiser, c'est une athlétisation préventive, une espèce de PPG avant un travail spécifique. Ça c'est ce qui est fait en début de saison, et c'est très important pour les sportifs qui rentrent de congé ou de trêve, de ne pas leur proposer trop rapidement un travail spécifique, mais de s'assurer que une espèce de préparation physique généralisée ou PPG est bien
est, est bien, est bien faite, est bien réalisée et est bien supportée par l'organisme. Et puis autrement, il y aura des axes de travail qui seront bien spécifiques. On va s'appuyer aussi sur les antécédents du patient, sur ce qu'on va trouver à l'examen clinique. On a le droit en début de saison, avec un groupe de footballeurs, on a le droit de palper les canaux inguinaux et définir des sujets à risque. On a le droit de faire un examen de toutes les hanches, de toutes les mobilités pour savoir qui a besoin de s'étirer et à quel endroit. Et puis donc, en fonction de ce qu'on va trouver, mais aussi de façon globale pour le groupe, on va proposer de travailler sur la respiration et sur le renforcement du transverse, sur le gainage statique et dynamique. On va travailler sur les obliques. On va travailler les mobilités du bassin, de la coxo-fémorale. On va le travailler sur le terrain. On peut les travailler à la main avec les kinés. Étirer régulièrement et prendre en charge un sportif qui est vraiment très raide pour lui proposer de gagner en mobilité. On va travailler la rotation du tronc, la dissociation des ceintures, on va travailler les adducteurs en excentrique. Donc là, c'est pas un travail de musculation, c'est vraiment un travail de renforcement excentrique à charge moyenne, maîtrisé, contrôlé. Et puis on proposera enfin un travail de proprioception, de synchronisation, de stabilité du tronc qui permettra aux joueurs de bien maîtriser tous ces mouvements. Voilà, en conclusion, le diagnostic de pubalgie est relativement simple dans la mesure où c'est une souffrance d'une région bien définie qui se trouve être la région pubienne, hein, donc qui est sous notre nez, on dira. Donc le diagnostic n'est pas très compliqué à poser. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir de quelle forme il s'agit. Est-ce que c'est une forme inguinale, l'adducteur ou l'articulation qui souffre, sachant que dans plus de la moitié des cas, les formes sont intriquées. Personnellement, la première question que je me pose chez ce sujet, et j'ai la réponse à la fin de mon examen clinique, c'est de savoir si il risque d'être chirurgical ou pas. Et donc la palpation des canaux inguinaux est particulièrement importante de ce point de vue-là. Il n'y a pas une opération que pour ces canaux inguinaux, mais on a vu qu'on pouvait faire une ténotomie au niveau des adducteurs. Mais à la fin du premier examen, on a déjà une idée sur la possibilité ou non de ce sportif à se faire opérer des canaux inguinaux. La kiné est essentielle, elle est toujours valable. On a vu qu'elle était valable en prévention. Quelle que soit la forme clinique, elle est valable, elle est essentielle. Travail des mobilités, du transverse des adducteurs et de la proprioception. Ça, c'est très important à avoir en tête. Et puis les examens complémentaires ne sont à faire que si et seulement si ça change quelque chose à la décision thérapeutique, si la prise en charge doit être modifiée avec ces examens. En disant ça, je pense à l'IRM essentiellement, qui est sûrement la plus coûteuse, qui donne beaucoup de renseignements, mais encore une fois, il ne faut la demander que si vraiment derrière, ça va nous orienter vers un traitement ou un autre. Voilà, je vous remercie.